Je me souviens du goût du sang dans ma bouche, âcre et métallique, comme si le destin lui-même avait craché son venin sur mes lèvres. Mon cœur, ce traître, battait encore faiblement contre la lame froide qui me transperçait le ventre, planté par la main gantée de mon propre mari, dans l'ombre complice de notre appartement haussmannien surplombant la Seine. « C'est fini, Élise » avait-il murmuré, son souffle chaud contre mon oreille, tandis que la vie s'écoulait de moi en un filet tiède sur le parquet ciré. Et puis, le noir absolu, un vide plus profond que les catacombes de Paris, où les regrets hurlent en silence. Mais le destin, ce farceur cruel, n'en avait pas terminé avec moi. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur les néons blafards d'une salle de réanimation, ni sur le jugement dernier que j'imaginais pour une âme aussi souillée que la mienne. Non, j'étais là, dans mon corps d'avant, ce corps de 32 ans, frais et intact, enveloppé dans la soie de ma robe de soirée noire, celle que j'avais portée ce soir-là de gala à l'Opéra Garnier. L'odeur de jasmin de mon parfum flottait encore dans l'air, et devant moi, le miroir de l'antichambre reflétait mon visage pâle, mes yeux verts écarquillés par l'incrédulité. J'avais reculé dans le temps. 36 heures exactement avant le dîner fatal, avant le toast empoisonné qu'il m'avait tendu avec un sourire de requin, avant que sa maîtresse, cette vipère d'avocate nommée Camille, ne murmure les derniers secrets qui scelleraient mon sort. Paris bruissait au dehors, indifférente à ma résurrection intime. Les klaxons des taxis sur les Champs-Élysées, le murmure distant de la métro ligne 1, tout cela me ramenait à la réalité avec une violence qui me fit chanceler. J'étais Élise Moreau, galeriste renommée du Marais, épouse de Laurent Duval, le golden boy de la finance parisienne, et veuve de mes illusions depuis des années. Mais maintenant, je savais. Je savais pour les rendez-vous clandestins dans les hôtels discrets de Saint-Germain-des-Prés, pour les faux témoignages qu'il avait ourdis avec Camille pour me dépouiller de tout lors du divorce imminent, pour le contrat d'assurance vie qu'il avait falsifié à mon insu, me désignant comme accidentel dans un futur qu'il avait déjà planifié. Et surtout, pour le coup de couteau qu'il porterait lui-même, déguisé en cambriolage raté, pour toucher le jackpot sans tache sur son impeccable costume sur mesure. Mon premier réflexe fut de vomir, littéralement, dans le lavabo de marbre de la salle de bain attenante. Les nausées de la mort refaisaient surface, mêlées à une rage purulente qui me brûlait les veines. Comment avait-il osé? Laurent, l'homme que j'avais aimé avec la ferveur d'une midinette, celui pour qui j'avais sacrifié ma carrière naissante, mes rêves d'exposition underground à Belleville, pour endosser le rôle de l'épouse trophée lors de ses dîners d'affaires chez l'ami Louis. Et Camille. Oh, Camille. Pas seulement sa maîtresse, mais sa complice, l'avocate qui avait rédigé les clauses piégées de notre contrat de mariage, me laissant avec des miettes si je osais demander le divorce. Elle, qui feignait l'amitié lors de nos thés au café de Flore, tout en glissant des poisons subtils dans mes oreilles des doutes, des soupçons, pour me pousser à la faute. Je me redressai, essuyant ma bouche d'une main tremblante, et fixai mon reflet. Mes cheveux châtains cascadaient en boucles désordonnées, mes lèvres encore gonflées par le rouge à lèvres Chanel que j'avais appliqué 1 heure plus tôt. « Tu es vivante, Élise » me dis-je à voix haute, ma voix rauque comme un écho du passé. Et cette fois, c'est eux qui saigneront. La vengeance n'était pas un mot que j'avais souvent prononcé, je préférais les toiles de Monet, les vins de Bordeaux, les promenades sous la pluie fine de Montmartre. Mais la mort m'avait forgé dans son creuset, et ce qui en sortait était une lame affûtée, prête à trancher les liens pourris de ma vie. Je quittai l'antichambre en titubant légèrement, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. L'appartement était un mausolée de luxe, meubles Louis XV chinés aux puces de Saint-Ouen, tapis persans étouffant les pas, et cette vue sur la Seine qui, autrefois, m'avait fait rêver d'éternité. Maintenant, elle me rappelait le courant traître qui emportait les corps des suicidés vers l'océan. Laurent était en bas, dans le salon, en train de nouer sa cravate Hermès devant le miroir doré. Il leva les yeux vers moi, son sourire carnassier illuminant son visage aux traits ciselés, ces traits que j'avais caressés dans l'ivresse de nos premières nuits. « Élise, ma chérie, tu es radieuse ce soir. Prête à charmer les banquiers. » Sa voix était un velours empoisonné, et je dus me mordre la langue pour ne pas hurler la vérité, que je savais pour le SMS qu'il venait d'envoyer à Camille où tout est en place. Elle signera demain. Au lieu de cela, je m'approchai, posai une main sur son épaule, sentant la tension de ses muscles sous la chemise blanche amidonnée. « Toujours, mon amour, répondis-je, ma voix un filet de miel vénéneux. Et toi, prêt à signer pour notre avenir? » Il rit, un éclat bref et moqueur, ignorant le double sens qui planait comme une guillotine. « Signer? Pourquoi faire? Tu sais bien que je déteste les papiers. Laisse ça à Camille, elle s'en occupe. » Ah, Camille.
l'ombre qui planait sur nous depuis 2 ans. Elle avait commencé comme mon avocate lors de l'achat de la galerie, une femme aux cheveux roux flamboyants et au regard d'acier, qui m'avait juré loyauté féminine. Les hommes comme Laurent sont des requins, Élise. Ne te laisse pas dévorer. Ironie du sort, c'était elle la prédatrice, mordant dans ma chair tendre pour le plaisir de son amant. Ce soir-là, à l'opéra, je jouais mon rôle à la perfection. Vêtu de ma robe noire qui moulait mes courbes comme une seconde peau, je ris aux blagues grasses des investisseurs qataris, sirotais du champagne d'homme Pérignon sans y toucher vraiment. Je me rappelais trop bien le goût amer de la drogue qu'il y avait glissé la fois précédente. Laurent, à mes côtés, paradait, sa main possessive sur ma taille, mais ses yeux déviés vers son téléphone, vers les messages codés de Camille. RDV minuit, hôtel de Crillon. Apporte le dossier. À minuit, tandis qu'il prétextait un appel urgent pour s'éclipser, je le suivis discrètement, mes talons claquant comme des coups de feu sur le trottoir mouillé de la place Vendôme. La pluie fine de Paris automnale effaçait les traces, mais pas les miennes dans ma mémoire. J'entrai dans l'hôtel par l'entrée de service, un fantôme dans la nuit, et grimpai les escaliers de marbre jusqu'à la suite royale. La porte était entr'ouverte, un filet de lumière dorée s'échappant comme une invitation au chaos. Je poussai le battant sans un bruit, et là, dans le lit king size au drap de soie écarlate, ils étaient enlacés. Laurent, torse nu, ses tatouages discrets, un serpent enroulé autour d'une rose, symbole de notre mariage perverti au contrastant avec la peau laiteuse de Camille. Elle, chevauchant ses hanches avec une fureur animale, ses ongles griffant son dos, riait d'un rire bas, complice. Elle signera, Laurent. Les clauses sont blindées. Elle perdra la galerie, l'appartement, tout. Et si elle résiste? On a le plan B. Le plan B. Le couteau. Mon estomac se noua, mais je restais immobile, ombre dans l'ombre, absorbant chaque mot comme un poison lent. Et l'assurance, demanda-t-il, ses mains pétrissant ses seins avec une avidité qui me révulsa. 2 millions. Net d'impôts. Elle est si naïve, Élise. Elle croit encore en nous. Ils rirent ensemble, un duo infernal, et je sentis la lame invisible se planter à nouveau en moi. Mais cette fois, je ne saignais pas. Je calculais. Je reculai, refermai la porte sans un grincement, et descendis dans la nuit parisienne, la pluie lavant les larmes que je refusais de verser. Demain, le divorce. Demain, la signature. Mais cette fois, ce serait ma clause, mon piège, qui les engloutirait. J'appelai un taxi, direction mon bureau dans le Marais. Là, dans le silence des toiles inachevées, je rédigerai le contre-avenant. Pas de violence brute au nom, je suis Élise Moreau, pas une vulgaire criminelle. Ma vengeance serait légale, impitoyable, un scalpel chirurgical dans la chair de leurs ambitions. À l'aube, alors que le soleil se levait sur Notre-Dame, encore noircie par l'incendie de 2019, je relus le document. Une clause cachée, inspirée des pires recoins du Code civil français, liant leur fortune à un secret qu'ils ignoraient, le mien. J'avais toujours su pour l'enfant illégitime de Laurent, né d'une liaison précédente, caché dans une pension à Lyon. Mais eux? Ils pensaient que j'étais aveugle. Aveugle et muette. Erreur fatale. Le cabinet d'avocats de Camille, niché dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, exhalait l'odeur entêtante du pouvoir, cuir vieilli, cire d'abeille et un soupçon de tabac cubain illicite. C'était un sanctuaire pour les puissants, avec ses bibliothèques remplies de codes jaunis et ses tableaux de chasse ornant les murs lambrissés. J'y entrai ce matin-là, le cœur battant un rythme de valse macabre, vêtu d'un tailleur pantalon gris perle qui me donnait l'air d'une Amazone moderne. Mes talons loup-boutin claquaient sur le parquet comme des sentences irrévocables. Camille m'accueillit avec son sourire de panthère, ses lèvres carmin soulignant des dents blanches et acérées. « Élise, ma chère. Installez-vous. Café? Ou préférez-vous un thé vert, comme d'habitude ?» Sa voix était un ronronnement, mais je voyais le calcul dans ses yeux noisettes, le scan rapide de mon alliance toujours à mon doigt, un diamant de 3 carats qu'elle convoitait déjà en esprit. « Du café, s'il vous plaît », répondis-je, m'asseyant dans le fauteuil club face à son bureau massif en acajou. Noir, comme mon humeur. Elle rit, un tintement de cristal, et appuya sur l'interphone pour sa secrétaire. Pendant qu'elle étalait les documents ou le projet de divorce, 30 pages de jargon légal tissé comme une toile d'araignée où je laissais mon regard vagabonder vers la fenêtre. Dehors, la tour Eiffel perçait les nuages bas, un phallus d'acier moqueur rappelant les ambitions phalliques de Laurent. Il arriverait dans 1 heure, en retard exprès pour me faire poireauter,
une tactique qu'il affectionnait pour asseoir sa domination. Donc, Élise, commença Camille, ses ongles manucurés tapotant le dossier, les termes sont clairs. Vous conservez la galerie, mais avec une hypothèque sur les œuvres majeures pour rembourser les dettes communes. L'appartement revient à Laurent, vu qu'il l'a financé majoritairement. Et une pension alimentaire modeste, disons 5 000 € par mois, le temps que vous vous refassiez. Elle leva les yeux, feignant l'empathie. C'est équitable, non? Vous êtes jeune, talentueuse. Vous rebondirez. Équitable? Je réprimai un ricanement. Ces dettes communes n'étaient des fictions, des prêts fictifs que Laurent avait inventés pour vider nos comptes conjoints. La galerie, mon bébé, mon sanctuaire de toiles abstraites et de sculptures provocantes, serait saigné à blanc. Et l'appartement. Notre nid d'amour devenu tombeau. Et si je refuse, demandai-je doucement, croisant les jambes avec une grâce étudiée. Camille haussa un sourcil roux. Refuser? Élise, soyons réalistes. Laurent est prêt à traîner ça en justice pendant des années. Vous perdez plus à chaque audience. Signez, et partez la tête haute. Sa voix suintait le condescendant, et je vis l'éclair de triomphe dans ses prunelles où elle imaginait déjà les nuits de luxure financées par mon sacrifice. La porte s'ouvrit alors, et Laurent entra, un ouragan de charisme en costume 3 pièces Brioni. Ses cheveux bruns gominés, sa barbe de 3 jours savamment négligée, et ce parfum cride qui me donnait autrefois la nausée des désirs inassouvis. Mesdames. Désolé pour le retard, un conseil d'administration interminable. Il s'assit à côté de moi, sans me toucher, mais son genou frôla le mien un rappel possessif. Prête à en finir, Élise? Prête, mentis-je, glissant le contrat vers moi. Mes doigts tremblaient légèrement en tournant les pages, mais c'était d'excitation, non de peur. À la page 28, niché entre des alinéas sur la garde des biens mobiliers, ma clause. Un paragraphe anodin en apparence, en cas de non-respect des engagements matrimoniaux post-divorce, incluant toute infidélité avérée ou manquement à la transparence financière, le conjoint bénéficiaire s'engage à transférer l'intégralité de ses actifs immobiliers et artistiques à l'autre partie, sous peine de nullité totale du divorce et poursuite pour fraude. Mais le clou, une annexe confidentielle, que j'avais fait rédiger par mon propre avocat secret la nuit précédente, liant cela à la révélation de l'enfant caché. Preuve jointe, un extrait de naissance falsifiable, mais que j'avais fait authentifier par un détective privé. Je signai d'une main ferme, le stylo Mandblank glissant comme une lame sur le vélin. Voilà. C'est fait. Laurent signa à son tour, son rictus triomphant masquant à peine son avidité. Camille parapha, scellant le pacte. Parfait. Procédure lancée. Vous êtes libre, Élise. Libre? Oh, si peu. Tandis qu'il se congratulait d'une poignée de main trop chaleureuse, je me levai, ramassai mon sac Birkin, un cadeau empoisonné de Laurent et lâchai ma première flèche. Au fait, Camille, merci pour les conseils. Et Laurent. Dis bonjour à ton fils, de ma part. Le silence tomba comme une guillotine. Leurs visages blêmirent, Laurent bégayant, quoi? De quoi parles-tu? Je souris, un sourire de joconde vengeresse. Lyon, pension Saint-Joseph. Petit Antoine Duval, né en 2018 d'une certaine Marie-Laure. J'ai les papiers. Et selon notre cher contrat. Je tapotai la page 28. Infidélité avérée. Manquement à la transparence. Tout est à moi. Camille bondit, ses yeux flamboyants de rage. C'est du chantage. Illégal. Mais Laurent la fit taire d'un geste, son masque tombant pour révéler le monstre. Espèce de salope. Tu bluffes. Je sortis de mon sac une enveloppe Kraft, la posai sur le bureau. Photo, certificat, relevé bancaire prouvant les virements à la mère. Vérifié. Et rappelez-vous, la clause est réciproque. Ils se regardèrent, un duo fracturé, et je savourais ce premier craquement. Mais ce n'était que l'appétit. La vraie vengeance attendait, dans les ombres des tribunaux parisiens, où les secrets les plus sales remontent à la surface comme des cadavres dans la Seine. Les jours suivants furent un balai de mensonges et de contre-attaques. Laurent tenta de me harceler, appels anonymes la nuit, fleurs empoisonnées livrées à la galerie avec des notes moqueuses signe ou dégage, comme toujours. Camille, plus subtile, lança une enquête discrète sur mon passé, cherchant des failles pour me discréditer. Mais j'étais préparé. J'avais engagé Maître Bertrand,
un requin du palais de justice, ancien procureur connu pour avoir coulé des politiciens dans l'affaire Cahuzac. Élise, me dit-il lors de notre première rencontre dans un café discret de la Contrescarpe, vous avez du cran. Mais la loi est un labyrinthe. Un faux pas, et c'est vous qui tombez. Je ne tombais pas. Au contraire, je creusais plus profond. Le secret de l'enfant n'était que la surface, en dessous bouillonnait la vraie pourriture. Laurent n'était pas seulement infidèle, il blanchissait de l'argent pour des oligarques russes via sa banque, utilisant ma galerie comme façade pour des ventes d'art fictives. Des toiles de maître volées en Ukraine, revendues à des collectionneurs discrets lors de vernissages privés. J'avais découvert cela dans ma vie précédente, trop tard, quand il m'avait accusé de complicité pour me faire taire. Maintenant, je compilais les preuves, emails interceptés, transferts suspects sur des comptes offshore à Monaco. Et Camille? Elle n'était pas innocente. Son cabinet touchait des commissions sur ses deals, et pire, elle avait falsifié des documents pour couvrir les traces, risquant la radiation du barreau. Ma twist? Les confronter non pas avec la violence, mais avec une offre qu'ils ne pourraient refuser, signer un nouveau pacte, ou voir tout éclater au grand jour lors d'une conférence de presse que j'organiserai à la galerie. La confrontation eut lieu une semaine plus tard, dans les sous-sols humides de la galerie, entourés de sculptures contemporaines tordues comme des âmes damnées. Laurent arriva seul, hagard, les traits tirés par l'insomnie. « Qu'est-ce que tu veux, Élise? L'argent? La moitié ?» Sa voix craquait, le Golden Boy brisé. « Justice, répondis-je, activant l'enregistreur sur mon téléphone. Signe ça. » Le document, cession totale de ses parts dans la banque, restitution de la galerie libre de dettes, et un aveu écrit de l'infidélité et des fraudes. Ou demain, Le Monde titre « Le scandale Duval, blanchiment et adultère au cœur de la finance parisienne. » Il signa, les mains tremblantes, jurant des vengeances futures. Mais Camille. Elle surgit de l'ombre, un pistolet à la main, un petit Beretta volé à un client douteux. « Tu crois nous avoir, salope » siffla-t-elle, son accent du sud-ouest perçant la terreur. Le climax approchait, et avec lui, le sang que j'avais juré d'éviter. Le clic du chien du Beretta résonna dans les catacombes improvisées de ma galerie comme un glas funèbre. Les sculptures de résine et d'acier tordu semblaient se pencher vers nous, témoins muets d'un drame qui puait le soufre et le Chanel numéro 5 fané. Camille se tenait là, silhouette élancée dans son trench Burberry trempé par la pluie d'octobre, ses cheveux roux collés en mèches folles encadrant un visage déformé par la haine. « Tu penses que c'est fini? Que tes petits papiers vont nous enterrer ?» Sa voix était un râle, le canon tremblant pointé sur ma poitrine, là où Laurent m'avait frappé dans ma vie antérieure. Laurent, recroquevillé contre une toile abstraite de Klein un monochrome noir comme son âme balbutia, « Camille, pose ça. Elle bluffe pas. On est foutu. » Mais elle ne l'écouta pas, ses yeux rivés aux miens, un duel de volonté où la mienne, trempée dans la mort, brillait d'une lueur surnaturelle. J'avais vu pire que ça, le vide absolu, le froid éternel. Un flingue? C'était presque comique, une réminiscence cheap d'un polar de série B. « Pose-le, Camille, dis-je calmement, ma voix un fil d'acier tendu. Tu tires, et c'est pas moi qui tombe. C'est toi. J'ai tout enregistré, tes Russes, les faux visas pour les œuvres qui traversent la douane comme de la coque. Et ce flingue? Traçable jusqu'à ton tiroir de bureau. Adieu le barreau, bonjour la tôle de Fleury-Mérogis. » Elle hésita, le canon vacillant, et dans cet instant suspendu, je vis le craquement en elle, l'ambition fissurée, la femme qui avait tout sacrifié pour un homme indigne. « Pourquoi, cracha-t-elle? Pourquoi nous détruire? On t'a rien fait que tu n'aies pas mérité. T'étais une coquille vide, Élise. Une galeriste qui se prenait pour une muse, pendant que Laurent construisait un empire. Mérité? Le mot me frappa comme un fouet. Mériter la trahison. Les nuits solitaires à attendre son retour des affaires qui sentaient le sexe et le mensonge? Mériter le couteau dans les tripes, le divorce piégé pour me laisser mendier dans les rues du Marais? Je m'avançai d'un pas, ignorant le métal froid qui effleura mon sternum. Rien fait? Tu as rédigé le contrat qui m'aurait laissé sans rien. Tu as couché avec lui sur notre lit conjugal. Et toi, Laurent, tu as tué pour de l'argent. Pas moi. Vous. Laurent se releva, main en avant comme un prêtre apaisant un démon. Élise, s'il te plaît. On peut négocier. Je te donne tout. La banque, l'appart,
même Camille si tu veux. Elle pivota vers lui, furieuse. Traître. C'est ta faute, tout ça. Le flingue balaya l'air, et dans le chaos, un coup partit au pas vers moi, mais vers une sculpture de verre qui explosa en mille éclats, pluie acide sur nos peaux. Je bondis alors, saisissant son poignet avec une force que la mort m'avait octroyée, un sursaut primal. Nous luttâmes, corps contre corps, ses ongles lacérant mon bras tandis que je tordais, jusqu'à ce que le Beretta claque sur le béton. Laurent se rua, mais je le repoussai d'un coup de pied précis au genou. Merci les cours de Krav Maga que j'avais pris par paranoïa post-mortem. Camille s'effondra, haletante, et je ramassai l'arme, la pointant sur eux à mon tour. Ironie délicieuse. Maintenant, écoutez, dis-je, le souffle court, le sang coulant d'une égratignure sur ma joue comme un maquillage guerrier. Vous signez, ou j'appelle les flics. Et je balance tout, le blanchiment, l'enfant, le complot pour me y disparaître. Imaginez les titres, le couple infernal de la finance parisienne, adultère, fraude et tentative de meurtre au point. Ils signèrent, là, sur le sol souillé de verre pilé, leurs larmes se mêlant à la poussière. Camille, brisée, murmura, « Je t'ai envié, tu sais. Ta grâce, ta liberté apparente. » Laurent, muet, parapha comme un condamné. Je pris les papiers, les glissai dans mon sac, et appelai la police anonymement pour le flingue trouvé dans la galerie, possible lien avec trafic d'art. Pas de nom, juste assez pour lancer une enquête qui les rongerait de l'intérieur. Les semaines suivantes furent un tourbillon de liberté âpre. La galerie renaissait, exposition sur l'art contestataire des pièces sur la trahison, inspirée par Bacon et ses corps tordus. J'embarquai pour une retraite à la Côte d'Azur, chez une amie plasticienne à Nice, pour panser les plaies invisibles. Mais la vengeance n'était pas assouvie, un twist couvait. Dans ma vie précédente, j'avais omis un détail, Laurent avait un frère, un jumeau maléfique nommé Julien, cadre chez Interpol, qui couvrait les arrières familiaux depuis des lustres. Il surgit un soir, dans mon nouvel appartement loué à Pigalle, un verre de cognac à la main. Ma belle-sœur ressuscitait. On dirait que tu as vu un fantôme. Julien était le miroir sombre de Laurent, même trait, mes yeux froids comme la Baltique, accent teinté de ses années à Bruxelles. Je sais tout, dit-il, s'asseyant sans invitation. Et je peux t'aider. Ou te détruire. Il posa une enveloppe sur la table basse, photo de moi, jeune, lors d'une expo volée en 2012 ou un scandale que j'avais étouffé pour protéger ma carrière. Laurent est clean maintenant, grâce à toi. Mais toi? Pas tant que ça. Le chantage inversé. Mon cœur se serra, j'avais cru la boucle bouclée, mais le serpent se mordait la queue. Qu'est-ce que tu veux, demandai-je, versant du cognac pour masquer mon tremblement. Oublie tout. Laisse mon frère en paix. Et en échange, je garde tes secrets. Je refusai, bien sûr. Les décisions controversées étaient mon nouveau mantra. Au lieu de signer sa paix maudite, je creusais, Julien n'était pas un allié, il était le cerveau des opérations russes, utilisant Interpol comme façade. Preuve? Un disque dur caché dans la galerie, que j'avais exhumé lors du nettoyage post-chaos. Des enregistrements audio, sa voix, froide, négociant des services avec des mafieux moscovites. La tension monta, un crescendo digne d'un opéra de Verdi. Je l'invitai à un dîner réconciliateur au Train Bleu, la brasserie somptueuse de la gare de Lyon, sous les fresques Art Nouveau qui masquaient nos sourires faux. À la famille, toastai-je, clinque des verres masquant le poison que j'avais glissé au pas mortel, non, juste assez de benzodiazépine pour le faire divaguer. Il parla, trop, sous l'effet, aveu sur les couvertures, les pots de vin, le rôle de Laurent comme pion. Enregistré, bien sûr. Le lendemain, je l'envoyai à un journaliste du Canard enchaîné, anonyme. Scandale national, frère d'un banquier impliqué dans scandale Interpol Russie. Julien fut suspendu, Laurent ruiné par association. Mais le prix? Une nuit d'insomnie, hanté par le doute, étais-je devenu comme eux? Une manipulatrice, jouant avec des vies comme des pions sur un échiquier parisien? Paris en hiver est une maîtresse cruelle, vents glaciaux du nord balayant les avenues, flocons rares souillant la Seine d'un voile pudique sur ses turpitudes. Je marchais le long des quais, col relevé sur un manteau de laine vicuna, l'enveloppe des aveux de Julien brûlant dans ma poche comme un charbon ardent. La ville, ma ville, me semblait à la fois complice et accusatrice, les gargouilles de Notre-Dame, restaurées mais cicatrisées, me toisaient depuis leur hauteur, jugeant mes péchés renouvelés. J'avais gagné la bataille,
mais la guerre des consciences faisait rage en moi. À la galerie, l'exposition Traîtrise intime battait son plein. Des artistes émergents du collectif Belleville exposaient des installations provocantes, un cœur en fil barbelé pulsant au rythme de battements électroniques, des projections de contrats déchirés sur des murs nus. Les critiques du Figaro s'extasiaient et Élise Moreau signe un retour triomphal, imprégné d'une rage féministe palpable l'ignorant que chaque œuvre était un exutoire pour mon âme lacérée. Les ventes affluaient, dollars qataris et euros saoudiens irriguant mes caisses, ironie amère puisque c'était ce flux que Laurent avait perverti. Il m'appela ce soir-là, depuis un numéro masqué, sa voix un croassement d'ivrogne. Élise. Putain, qu'est-ce que t'as fait? Julien est en tôle provisoire, les Russes menacent, et Camille. Elle a tenté de se pendre hier. À cause de toi. Je m'arrêtais net, le téléphone collé à l'oreille, le froid mordant mes joues. Se pendre? L'image me frappa, Camille, la fière Amazone, corps frêle se balançant dans son bureau lambrissé, talons pendant dans le vide. Était-ce ma clause, mon scalpel, qui l'avait poussé au bord? À cause de moi, répétai-je, ma voix un murmure dans le vent. Ou à cause de vos mensonges? Tu l'as tué, Laurent, pas moi. Avec tes ambitions, tes secrets. Il sanglota, un son guttural qui me ramena à nos premières crises, quand je le consolais après un deal raté. Reviens, Élise. On recommence. Sans Camille, sans rien. Juste nous. La tentation fut là, fugace, comme un mirage de Bordeaux sous le soleil. Mais la mémoire du couteau dissipa l'illusion. Adieu, Laurent. Je raccrochai, bloquai le numéro, et entrai dans un bistrot anonyme du quartier latin, commander un pastis trouble comme mon humeur. Les habitués ou étudiants en Sorbonne, poètes ratés débattaient de politique autour de la télé diffusant les news, arrestation choc au sein d'Interpol, lien présumé avec la mafia russe. Mon twist personnel, j'avais ajouté une couche, un mail anonyme aux autorités avec les coordonnées bancaires de Julien. Pas pour la gloire, mais pour clore le cercle. Camille survécut, je l'appris le lendemain via un appel de son associé. Elle veut te voir, Élise. À l'hôpital Saint-Louis. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? La rédemption? Je m'y rendis, bouquet de lys blanc à la main, symbole de pureté moqueuse. La chambre était un cocon aseptisé, machine bipant comme un métronome funèbre. Camille, pâle comme un spectre, perfusion dans les veines, leva des yeux vitreux vers moi. Assise-toi, traîtresse. Je m'exécutai, posai les fleurs sur la table de chevet. Je suis venu pour écouter. Pas pour absoudre. Elle rit, un râle humide. Absoudre? Toi? Tu nous as eus, bravo. Mais sais-tu pourquoi j'ai fait ça? Laurent. Il promettait l'éternité. Et moi, orpheline de province, j'ai cru aux contes de fées parisiens. Ces mots coulaient, confession d'une âme brisée. J'ai falsifié pour lui, couché pour lui, haï pour lui. Et toi, tu étais l'obstacle. La parfaite. Parfaite? Je secouai la tête. J'étais aveugle. Aveugle à vos jeux, à mes propres failles. Elle tendit une main frêle, et contre toute attente, je la pris. Chaleur humaine dans le froid clinique. La clause. C'était ingénieux. Mais ça m'a tué à petit feu. Un silence, puis, prends tout. La galerie, l'argent. Juste. Laisse-moi partir en paix. Je partis, le cœur alourdi, mais résolu. La décision controversée vint cette nuit-là, je détruisis les preuves restantes sur les fraudes de Camille. Pas par pitié, mais par un calcul froid où elle témoignerait contre Laurent et Julien en échange d'une peine réduite. Un deal passé avec le procureur, dans les couloirs feutrés du tribunal de Paris. Elle chanta, révélant les réseaux, les noms, oligarques, banquiers véreux, même un ministre impliqué. Laurent fut arrêté lors d'un gala à l'Élysée, menottes cliquetant sur son smoking, flash des paparazzi immortalisant sa chute. Le public s'en délecta, débats enflammés sur CNews, édito dans Libération sur le féminisme vengeur. Moi? J'étais au centre, accusé d'orchestrer une vendetta machiavélique. Élise Moreau, la veuve noire de la finance, titrait Paris Match. Des menaces anonymes pleuvaient, courriers enflammés, followers toxiques sur Instagram. Une nuit, un intrus força la porte de la galerie à un homme de main des Russes, couteau à la main. Je me défendis, coup de pied, alarme, police.
blessée légèrement, mais vivante. Cette fois. La tension culmina au procès, un cirque médiatique au palais de justice. Laurent, en costume froissé, me foudroya du regard depuis le banc des accusés. Monstre, articula-t-il sans son. Camille, témoin clé, boitillait à la barre, son témoignage un uppercut, il planifiait de la tuer. Pour l'assurance. Le jury, des Parisiens blasés, absorba les twists l'enfant révélé, les enregistrements, ma résurrection métaphorique comme pivot narratif. Verdict, 20 ans pour Laurent, 10 pour Julien, sursis pour Camille sous protection des témoins. Je sortis libre, mais marqué. La foule hurlait, justice, ou meurtrière, selon les camps. Étais-je héroïne ou vilainesse? Les deux, sans doute, dans ce théâtre français où la morale est grise comme la brume sur la Loire. Le printemps revint sur Paris comme un amant repentant, cerisier en fleurs le long de la Seine, terrasse bondée aux Fouquet's, et un air chargé de promesses tièdes. Mais pour moi, Élise Moreau, la Renaissance était aigre douce, imprégnée du sel des larmes versées en secret. La galerie prospérait, transformée en bastion de l'art engagé et exposition sur la résilience féminine, collaboration avec des survivantes de violences conjugales. Les chèques affluaient, mais l'argent ne lavait pas le sang imaginaire sur mes mains. Laurent pourrissait à la prison de la Santé, correspondance interdite, visite refusée. J'y allais une fois, par masochisme ou clausure, traversant les couloirs froids où Victor Hugo avait fantasmé ses misérables. Il était amaigri, barbe hirsute, yeux caves comme des puits sans fond. Élise, murmura-t-il à travers la vitre, sa voix un fil ténu. Pardonne-moi. J'étais perdu. L'argent, le pouvoir. Ça m'a consumé. Je le fixais, cherchant l'homme que j'avais aimé, mais ne voyant que le bourreau. Pardon? Tu m'as tué, Laurent. 2 fois. Il blêmit, ignorant le sens littéral. Aide-moi. Un appel, un avocat. Je me levai, laissant le combiné pendre. Rôti en paix. Dehors, la liberté me frappa, soleil sur les pavés, odeur de croissant chaud d'une boulangerie voisine. Mais la twist finale guettait, tapis dans l'ombre d'un café du Marais. Camille m'y contacta, libérée sous bracelet électronique, voix chevrotante au téléphone, rencontrons-nous. J'ai quelque chose pour toi. Intrigué, je m'y rendis, table au fond, espresso fumant. Elle arriva, voilée d'une écharpe Hermès, cicatrices invisibles sous son maquillage. Je pars en Australie. Nouveau départ. Mais avant. Elle glissa une clé USB sur la table. Les dossiers complets. Sur Laurent, Julien, et moi. Utilise-les si tu veux. Ou brûle-les. Je la pris, doigts effleurant les siens à un adieu électrique. Pourquoi, demandai-je. Parce que tu m'as sauvé, en un sens. Ta vengeance m'a forcé à voir le monstre en moi. Et toi? Tu es plus forte que nous tous. Elle se leva, un baiser fugace sur ma joue, parfum de regret. Adieu, Élise. Vie pour deux. La clé contenait l'apocalypse, preuve d'un réseau plus vaste, impliquant des pontes de lieux, des deals post-Brexit. Le choix, détruire, éclore, ou publier, et déclencher une tempête. Décision controversée, la dernière, je choisis la tempête. Un leak anonyme à Mediapart, et le monde explosa. Enquête fédérale, chute de Titan, Paris au cœur du scandale. Moi? Je devins légende, la galeriste qui avait démantelé un empire occulte. Mais le vrai climax fut intérieur. Une nuit, seul dans l'appartement reconquis, vu sur la Seine scintillante, je revécus la mort, le couteau, le sang, le vide. Et la résurrection, ce miracle païen. Étais-je revenu pour venger, ou pour guérir? Les deux, peut-être. Je brûlai les restes des dossiers symboliques, cathartiques et ouvris une bouteille de Château Margaux, toast à l'ombre de moi-même. L'enfant, Antoine, je le contactai via une lettre anonyme, fonds pour ses études, une toile signée pour son futur. Pas de père, mais une tata fantôme veillant. Camille prospéra à Sydney, galerie d'art indigène, maille sporadique de paix. Julien? Pourri en cellule, oubli. Et Laurent? Il se suicida 6 mois plus tard, lettre pour moi, tu as gagné. Je t'aimais, à ma façon tordue. BKCH, oui, mais justice. Je pleurais, non de tristesse, mais de libération.
Paris m'enlaça à nouveau, amants éphémères aux terrasses de Saint-Germain, et exposition à Venise, une vie tissée de soie et d'épines. Ainsi s'achève mon retour, non en triomphe fanfare, mais en murmure séraphique. La vengeance est un vin fort, qui laisse la gueule pâteuse. Mais la vie, la vie. Elle coule comme la Seine, indomptable, vers l'océan des possibles. Et moi, Élise Moreau, je vogue enfin.